La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur 2 fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabischwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être avec Léopold Héroux, il est Head of Sales chez Inson We Trust. Salut Léopold, comment vas-tu? Très bien, bonjour Gabriel, ravi d'être là. Ouais, c'est un plaisir. Tu peux nous présenter peut-être Inson We Trust pour qu'on voit le contexte et puis après on va balayer ton parcours. T'es encore jeune, pas tout jeune, c'est fini ça, tout jeune, mais t'es encore jeune et pourtant t'as fait plein d'expériences commerciales et très différentes et c'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble pendant ces 20 minutes. Ouais, bah écoute, pour te présenter rapidement Inside We Trust, en fait, on est une plateforme, une entreprise digitale qui permet de mettre en relation les prospects qui veulent intégrer, on va dire, des installations solaires sur leur toit. On met une mise en relation entre leurs projets et les artisans pour que voilà, ça réponde à leurs projets d'énergie solaire. Ça fonctionne plutôt très bien et d'ailleurs le nom Inside We Trust dans un peu moins de 15 jours va changer et va passer au nom d'Otovo. Donc ce sera la fusion, le dernier point d'orgue, qu'on est en train de préparer en ce moment, effectivement. Super, bravo. Moi, ce qui m'a intéressé dans ton parcours, c'est que tu passes, d'un début de carrière, commercial plutôt très tradi avec, cette image du commercial qui traîne beaucoup en France, de Jean-Claude, Convenant. Je crois que c'est Jean-Claude et pas Jean-Paul, Convenant, enfin une image un peu tradi du commercial qui fait du porte-à-porte, qui prend sa voiture, qui a une cravate et qui a des plaquettes sous les bras et cetera, avec ce regard un peu, péjoratif qu'on pouvait avoir sur cette fonction commerciale et tu es aujourd'hui Head of Sales dans une boîte technique et tu es passé par d'autres boîtes techniques, donc avec, beaucoup de ventes à distance aujourd'hui, avec, des outils, donc il y a eu, toute une génération qui a que tu as pu voir, traverser, donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse, parcourir, ton parcours ensemble et que tu nous partages les évolutions ou ce qui a fait que, à la fois la vente reste la vente et à la fois, ça a quand même beaucoup bougé. Ouais, mais effectivement, comme tu l'as dit, oui, je suis plus si jeune que ça, effectivement, tu as tout à fait raison. Mais c'est bon, j'ai commencé finalement même dans le B2C tout au départ, donc c'est ça, c'était très particulier, c'était même de la vente, plutôt magasin et c'est vrai que, bon, initialement, j'ai commencé même dans la restauration, donc même un univers très différent où le client devait plus être attiré pour rentrer, pour vendre. Mais c'est vrai que très vite, j'ai voulu rentrer dans le monde du B2B, commercial. C'est ce que faisait mon père, hein, effectivement, par le passé et comme je t'avais dit, par le passé, c'est vrai qu'on fait le même métier, mais pas de la même manière et c'est vrai que quand je rentre dans aussi la société qui s'appelle Selecta, donc Selecta, c'est tout ce qui est machine à café, distribution automatique et effectivement, en plus, à l'époque, en 2012, l'image de caméra café n'était pas très loin, et alors oui, j'étais le commercial en costume, cravate, avec ses plaquettes, ses cartes de visite, sa voiture de fonction et ses produits de café dans le coffre. Pour résumer, c'était un peu ça, mais en même temps, c'était hyper intéressant parce que mine de rien, alors oui, ça fait peut-être un peu old school vu de maintenant, on le voit de moins en moins, mais c'est des super écoles de vente. C'est-à-dire qu'on y apprend, vraiment heu, la résilience, la puissance de convaincre. En plus, à l'époque, je vendais vraiment une solution, enfin un produit, qui est presque venu comme un avantage social. D'avoir du café en entreprise, ça se pose presque plus comme question. Donc en plus, faut accrocher des personnes sur un avantage social acquis depuis des années, c'est pas évident. Donc forcément, bah, ça apprend des techniques un petit peu plus, peut-être parfois un peu old school, mais qui en fait est essentielle dans le parcours, commercial et j'ai adoré ça. J'ai fait ça pendant 5 ans, mais c'est vrai que c'était pas forcément évident et puis, bah, Un très peu le vite. même type d'école de vente que les ventes de photocopieurs aussi à l'époque, qui étaient des grosses Exacte écoles de vente. exactement. C'est-à-dire que, au lieu de remplacer, alors à l'époque, je crois que de mémoire, c'était heu, la copie, le nombre de copies, bah, là, on parlait en gobelets, voilà, hein, Mmh. grosso modo, combien de gobelets faisait la machine pour qu'elle soit rentable? Voilà, c'était exactement ça et donc c'était des écoles de vente un peu,
un peu, sous ce prisme-là. C'est des super écoles de vente. Après, c'est sûr que voilà, à l'époque, quand je parlais de LinkedIn et cetera, c'était pas du tout dans les tableaux d'onboarding qu'on pouvait avoir traditionnellement, donc c'était un peu particulier. Mais c'était quand même hyper formateur, ouais, bien sûr. On se rend compte que voilà, vendre des projets et cetera, c'est quand même assez int c'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est pas juste mettre une machine dans un bureau et merci, au revoir. Non, non, c'est bien sûr des investissements à proposer et c'est pas évident. Tout à fait et comme tu l'as dit, après je suis parti, plutôt sur non, plutôt, B2B toujours, mais sur du SaaS, sur de la vente de vidéos, donc c'est un petit peu différent. Évidemment, j'ai eu un grand écart terrible passant de, la grande société européenne, très bien structurée qui existe depuis des années à la start-up qui existe depuis 3 4 ans, voilà pour résumer et qui a une vingtaine d'employés et qui doit grossir. Et là, ça a été vraiment un gap assez important parce que forcément, bah, cette expérience de grand groupe, bah, j'ai pu le retranscrire dans l'organisation, dans la gestion de mon temps, même dans l'approche commerciale. Parce qu'il y a Il y avait une école de vente, il y avait des process structurés, il y avait c'est ça. typiquement, on parlait de la vente de photocopieurs ou de mais tout ça était documenté, et j'imagine que c'était beaucoup moins le cas dans la start-up, quoi. Exactement. C'est vrai que quand on parle dans la startup, on parle beaucoup de use case, c'est de chercher un peu à qui on va vendre le produit. Chez Selecta, la question ne se posait pas. Je dis pas qu'on a vu, toutes les choses inimaginables ou possibles, mais c'est pas loin d'être ça. En startup, bah, voilà, on arrive avec une solution, un peu révolutionnaire sur le marché. On essaie de s'implanter. Bien sûr, la concurrence aussi est un peu dans la même dynamique. Donc forcément, il faut vite trouver les arguments qui nous faire bouger et aussi jouer avec l'évolution de marché. Et ça, c'est hyper important parce qu'une startup, la force d'une startup, c'est son agilité. Là où peut-être dans un grand groupe où on est un peu moins agile, c'est pas forcément un défaut évidemment, c'est juste que forcément, bah, quand on a 4 000 employés versus 20, bon, on n'avance pas de la même manière, voilà. Je te et confirme, je suis en plein travail d'agilité sur SalesDeck en ce moment à faire évoluer le produit pour qu'il touche la cible. Donc oui, l'agilité, ça m'occupe, le jour et la nuit en ce moment. Mmh. donc ouais, bah, exact, bah, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bah, voilà, une presse qui était bonne la semaine dernière n'est plus la même la semaine d'après, qui ne sera peut-être plus la même dans un mois, parce Et qu'il tu faut vite. vendais quoi exactement? Tu me dis que c'est de la vidéo en B2B, ça correspond à quoi? Comme une boîte de production, en fait? Alors, pas vraiment de boîte de production, mais dans l'idée, c'était de rendre autonome les entreprises à créer du contenu vidéo, via une application mobile qui permet d'être guidé. Grosso modo, imaginons un format vidéo que tu as totalement néophyte, qui ne sait pas en faire, bah, comment faire une interview vidéo, on va dire coupée en différents plans, qui Ouais, parlent en tant qu'agence, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me présenter ces formats-là. J'ai pas l'impression que c'est vraiment réussi à prendre, sauf maintenant un peu peut-être avec les formats très courts pour le web, sur ce marché-là. Alors, la vidéo a pris de l'essor, ça, c'est pas le sujet, c'est juste Ça, c'est certain. qu'effectivement le sujet, le traitement de la vidéo est toujours un petit peu là où on cherche, comment toucher les gens. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti pas mal sur les réseaux sociaux. LinkedIn avait ouvert il y a 3 4 ans, le fait de pouvoir mettre des vidéos sur sa plateforme, donc forcément les présentations de métiers, de jobs et cetera, se sont développées. Chose qui après, bah, il y a d'autres sociétés, qui aussi, sont rentrées là-dedans. Après, il y a aussi tout le partage de connaissances. C'était un petit peu vers ça qu'on tournait vers la fin, des e-movies. C'est-à-dire, c'est comment partager la connaissance en vidéo parce que mine de rien, on était aussi en pleine période de Covid, on était chez soi, donc forcément, il fallait trouver d'autres solutions pour interagir, uniquement par Teams ou par mail. Donc voilà, ça a été un vrai sujet, c'était un vrai combat et surtout ce qui a été intéressant, c'est que j'ai pu voir pendant ces 4 années un peu l'émergence de la digitalisation de secteurs qui au départ ne le sont pas. Moi, on m'a donné au départ le secteur du bâtiment, un super, pareil, hein, on parle d'entreprises centenaires, on est bien là-dedans, hein, donc forcément, quand on va voir Vinci avec des solutions, un peu digitales au début, ils nous regardent un peu de loin, mais en fait, ils ont quand même cette volonté de vouloir bouger, de vouloir avancer. Bah, si on trouve les bons use cases, si on les accompagne bien, si derrière le produit fonctionne, ce qui est le cas, bah, ça ne fait que des bons retours et puis, bah, bien sûr, ce qui a été aussi, un petit peu nouveau, c'est tous les process de vente, la nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire qu'avec un ordinateur, quasiment, c'était quasiment mon arme de travail. Voilà, c'est vraiment si on peut le dire comme ça, voilà. Et avant la Covid, tu faisais des rendez-vous en personne et tu es passé à de la vidéo pendant la Covid, en fait?
Alors, la visio, j'ai commencé à le faire avant parce que comme je te dis, j'avais le secteur du BTP, donc parfois quand tu dois, avoir rendez-vous avec une cimenterie qui est pas dans Paris en l'occurrence, qui est parfois un petit peu plus isolée géographiquement, j'ai pu commencer à faire quelques rendez-vous en visio. Mais c'est vrai que le présentiel fonctionnait beaucoup, donc oui, je ne te cache pas qu'au début, d'EasyMovie, je passais mes semaines, entre les gares de Lyon, gare de l'Est, gare du Nord, pour aller voir mes clients dans les différents sujets et évidemment avec le covid, ça nous a obligés à faire plus de visio, à adapter évidemment le format le process de vente tout simplement. C'est-à-dire que voilà, faire un premier contact visio, c'est pas la même chose qu'un premier contact physique. Que ce soit faut s'adapter sur les relances, sur le format, sur la durée. C'est toujours quelque chose de très intéressant, mais c'est vrai qu'on a dû tout modifier et c'est vrai que même les moi, on va dire mon spectre commercial est plutôt dans l'acquisition de nouveaux clients et Ouais, tu un là, chasseur. c'est ouais, exactement, je suis un chasseur. En période covid, fallait, enfin tout ce que j'avais pu apprendre, j'ai dû un peu le repositionner, le re-questionner, le re-challenger et ça 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 a pas été simple quand même, mais on l'a fait, voilà, c'était Et nécessaire. et effectivement, quand je vois ton LinkedIn, tu chez EasyMovie, tu as évolué, hein, tu es resté 4 ans, un peu plus de 4 ans et tu es passé d'un poste senior account executive, puis à, chef d'équipe, account executive, corrige-moi, avant de monter une équipe SDR, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, la société a évolué. Moi, très rapidement, j'ai eu un poste managérial où je me suis occupé d'une équipe de commerciaux qui a grandi pendant 2 ans, où je devais les suivre, les accompagner, les former, mais également, réaliser mon chiffre d'affaires. Donc forcément, c'est une organisation qu'on voit beaucoup dans les startups, hein, c'est rien de nouveau. Mais mine de rien, c'était quand même, aussi un challenge, plus personnel parce que réaliser son chiffre tout en ayant une équipe, je suis monté à 6 personnes à un moment, c'est quand même du challenge, hein, entre faire suivre, aider et cetera. Donc c'était assez costaud et effectivement, quand la société a évolué, comme tu as dit, le dernier poste que j'ai eu chez Easymovie, c'est le poste de Head of SDR. C'est-à-dire que, voilà, il fallait trouver une solution pour de l'acquisition et du coup, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe, à la tête d'une équipe de SDR où il fallait monter tous les process, tous Et les en fait, discours de sur ce, effectivement aujourd'hui, la séparation SDR account executive, est devenue une forme de norme dans les startups. Mais c'est quand même encore assez récent en France, le fait qu'on split, ces 2 fonctions. Chez EasyMovie, la séparation avait déjà eu lieu ou finalement c'est toi qui as accompagné cette séparation? Bah, on va dire un peu des 2. C'est-à-dire qu'au tout démarrage, on a lancé ça sous forme de test. C'est-à-dire qu'on a voulu se dire: «Bon, on va lancer la partie SDA» et on avait pris une équipe réduite, pour lancer un peu la machine, voir un peu, comment ça allait se goupiller. D'ailleurs, en tant Puis que toi, quand tu es rentré, tu étais full stack alors? ouais, c'est ça. Donc au début, quand je me suis occupé de la partie, SDA, au début, c'était pas moi qui était à la tête de département. On a juste, c'est une autre personne qui a commencé à recruter. Puis bon, après cette personne n'étant pas commerciale, on a voulu lui donner un souffle plus commercial, tout simplement. Et donc du coup, Tombé dans le premier MDR. voilà et donc du coup, on m'a dit: Léo, est-ce que ça t'intéresserait de t'occuper voilà, de t'occuper de cette équipe?» Et parce qu'un des challenges d'équipe laitière, parce que parfois c'est un peu le job, qui est mal vu ou qui est un peu vu comme Bah, il est le sale difficile en tout boulot. cas. Ouais, il est très difficile, c'est certainement le métier le plus difficile, mais il faut vraiment voir ça comme un peu une école de vente avant la vente. C'est-à-dire que moi, ma mission, c'était pas juste bien sûr, oui, c'était de prendre des rendez-vous et d'améliorer le pipeline des sales derrière, mais dans le fond, mon objectif in fine, c'est de me dire, que les bons SDR qui arrivent à faire ça, bah, deviendront des bons sales parce que finalement, un bon sales, c'est quoi? C'est quelqu'un qui identifie 80 qui identifie bien la découverte. Et c'est typiquement le rôle d'un SDR. Si on sait bien faire ce taf-là, pour moi, je pense que clairement, 80 du boulot est fait derrière. Après, c'est un peu de technique, c'est de la dégo et cetera, mais l'identification des besoins de la découverte, elle est essentielle et Et c'est le toi boulot de SDR. toi qui étais dans un profil sales donc, tradi, on va dire avant cette séparation entre SDR et AE, heu, et qui maintenant, a managé des SDR. Tu en penses quoi? Heu, Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que, il y aura pas de retour en arrière? Comment tu analyses cette séparation qui est encore, en tout cas en France, c'est un peu plus ancien aux États-Unis, mais encore assez récente, quoi? C'est une très bonne question.
Parce que c'est toujours un peu compliqué parce que toujours dans un environnement un peu, on va dire, un peu start-up, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été testées, qui ont été modifiées, qui ont été affinées. Donc ça veut dire que bon, bah, voilà, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. Hem, Perso, je pense Tu vois, moi, j'ai essayé de mettre ça en place, dans mon agence marketing 1 minute 30, ça n'a jamais marché. ouais, 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 Ou on n'a pas persévéré assez, mais en tout cas, on est vite revenu en arrière. On avait déjà beaucoup de leads inbound, on n'arrivait pas à créer des leads, outbound, et je reste relativement sceptique là-dessus. Ce midi, justement, j'ai un copain de startup SaaS qui vient de lever de l'argent, qui embauche, et je lui dis: «Mais comment ça, tu n'embauches pas SDR d'un côté, AE de l'autre?» Et il n'avait jamais entendu parler de ça, donc comme quoi c'est pas encore complètement, acquis. bon, Ça ouais. m'intéresse d'avoir un vrai retour d'expérience de quelqu'un qui a vu les 2 côtés, quoi. Alors, pour moi, je pense qu'effectivement, quand on a un business model qui est bien établi, prends l'exemple de Selecta, c'est-à-dire on a identifié notre cœur de cible, on a identifié à peu près tous les use cases possibles. Je pense qu'effectivement, c'est plus facile de splitter, le rôle ou les missions d'un commercial qui doit faire de la prospection à la vente. D'ailleurs, accessoirement, chez Selecta, on avait quand même une équipe de chasseurs, une équipe de farmers, enfin d'éleveurs. Donc déjà, on avait quand même splitté un peu différemment le rôle, des commerciaux dans la boîte. Pour la partie SDR, je pense que, et pour notamment les startups, moi, je pense que c'est quand même une bonne chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que justement, le rôle, comme je dis, le rôle des SDR, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, c'est rattaché, quand j'échange un peu avec des collègues, parfois c'est rattaché, bon, toujours au pôle commercial, mais ça peut être aussi rattaché au pôle marketing. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les SDR, c'est aussi un formidable laboratoire d'expérience pour les startups, de se dire: «Bah, voilà, on a écrit un pitch, un elevator pitch de la société. On veut tenter des nouvelles fonctionnalités qu'on n'a jamais essayées. Bah, allons-y avec les SDR. Après tout, on n'a pas grand-chose à perdre de les faire pitcher sur quelque chose de nouveau, d'avoir leur retour, leur expérience». Parce que finalement, c'est le premier entrée, le 1 point d'entrée pour le client. Donc après tout, c'est formidable de tester ça à ce moment-là. Et mine de rien, quand j'étais commercial, quand on avait une nouvelle offre ou une nouvelle presse à faire, c'est ce que je faisais. Je testais. Je testais, je voyais un peu comment ça répondait, et je pense que justement la force des SDR, c'est aussi ça. C'est de pouvoir tester des choses, être plus agile, et aussi, de un petit peu prendre la température du marché. Voilà. Donc moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'il y a de vraies valeurs à ça, et aussi accessoirement quand je le vois plus dans mon expérience actuellement d'Insight Witness, où on vend des panneaux photovoltaïques. Heu, Quand on identifie bien les besoins, ça fait gagner du temps aux commerciaux pour justement passer plus de temps sur le closing, sur la partie aussi, élaboration d'une offre plus qualitative. Donc je pense qu'il y a de vraies opportunités à avoir cette organisation. Ouais, bah, moi, quand je l'ai découvert, je pense que c'était il y a 5 ans, un truc comme ça, que j'ai voulu la mettre en œuvre, 5 6 ans, avec le bouquin de l'ancien de Salesforce, Aaron, je sais plus comment là. Hem, j'ai été très séduit parce que je trouve que ça sépare bien deux logiques d'objectifs. D'un côté, vraiment générer du lead, décrocher du rendez-vous, et de l'autre côté, donc un objectif, on va dire, pas court terme, mais qui demande un travail particulier, un temps particulier et une discipline et une résilience très forte. Et de l'autre côté, un travail un peu plus long parce que, il faut peut-être 1 2 3 rendez-vous pour accompagner un client, répondre à ses besoins, préparer, à partir d'un premier rendez-vous, préparer le deuxième, potentiellement faire travailler d'autres personnes dans des logiques d'avant-vente, et cetera. Et c'est pas les mêmes temps. Et si, si tu découpes pas les choses, ben, celui qui fait du temps long, il va jamais trouver le temps de faire du temps court, à savoir décrocher son téléphone, et cetera. C'est toujours le problème entre urgent, et important, et comment tu qualifies les 2, et cetera. Et de fait, quand tu as du lead, tu prospectes pas, et derrière tu te retrouves avec plus de lead, mais tu dois prospecter et tu es toujours en décalé. Donc la dissociation des 2 est hyper intelligente sur le papier, mais c'est vrai que quand je l'ai mise en pratique chez moi dans mon métier d'agence à l'époque, ça fonctionnait pas si bien. Mmh. Et là, j'ai interviewé plein d'équipes, et voilà, j'ai des retours beaucoup plus positifs, mais avec des compétences que je n'avais pas du tout, d'animation commerciale, de création de challenge, de regroupement de métiers aussi. J'ai eu un retour assez intéressant récemment, c'était le podcast, avec, Job to be done, qui lui, mettait ensemble les équipes grosses, donc celles qui font du cold emailing avec celles qui font du
cold calling, ce qui donnait un peu de variété au métier, et le fait de vachement challenger les choses pour qu'il y ait une dynamique, et pour entretenir une motivation qui est quand même, exceptionnellement dure à maintenir quand, des appels téléphoniques, il y en a quand même énormément qui n'aboutissent pas, ou je suis moi-même pas toujours le plus sympathique quand on m'interrompt. Alors de fait, j'essaye de ne pas répondre, c'est la meilleure solution. Mais mais on a besoin enfin, c'est pas le moment, enfin, c'est non sollicité, hein. C'est tout ce que je disais sur l'inbound marketing quand j'ai créé 1 minute 30 reste d'actualité, même si l'inbound marche moins et qu'on revient de plus en plus à l'outbound. Heu, on est toujours dérangé quand c'est du non sollicité, sauf si on a du temps, quoi. Tout à fait et en fait, je pense que enfin, quand j'ai échangé pas mal parce que forcément quand j'ai créé le département, enfin, quand on a créé ce département à Easy Movie, on est plusieurs évidemment, mais quand on échange avec, différents collègues que d'ailleurs que tu as interviewés, on connaît un petit peu. En fait, il faut vraiment pas prendre cette mission comme: «OK, c'est notre grosso modo, c'est nos standardistes». Je le synthétise un peu vulgairement. Non, non, vraiment pas, ouais. Il faut vraiment pas le prendre comme ça, parce que si on le prend comme ça va pas marcher. C'est sûr et certain. Il faut vraiment voir se dire: «Bah, voilà, oui, effectivement, c'est plutôt un poste où il faut la résilience. Il faut». Et voilà, c'est de la résilience, de la persévérance, il faut de la motivation parce que oui, on se prend des bâches toute la journée, hein. Faut le savoir, hein. Parfois, c'est déjà arrivé, et je l'ai déjà vu maintes et maintes fois, bah, ouais, on arrive à 9h, à 18h30, à 18h, on n'a pas chopé un rendez-vous et à 18h10, il y en a un qui, décroche, il en a pris rendez-vous et on est content. Mais pas et c'est imaginez une journée de 9h-18h où on n'a pas de Terriblement résultat. grave. C'est terriblement agréable, quoi, derrière et si en plus, vous rajoutez à ça, dans une organisation, on dit: «Bah, en fait, c'est un peu les standardistes des Mmh. commerciaux», c'est très, très, nuisible, pour la motivation. Et c'est pour ça que moi, je me suis toujours battu, mais de toute façon, le poste de commercial a toujours, pour parler de Jean-Claude Convenant, cette image un peu du tchatcheur, un but de sa personne, confiant comme jamais. C'est typiquement l'inverse que doit être un commercial, c'est toujours sur mettre en question, c'est toujours être oui, être persévérant, mais pas dans le sens, harcelant comme le personnage de la série, mais c'est ça, c'est être persévérant, se remettre en question, d'être toujours, dans le questionnement pour pouvoir avancer et de toute façon, on est obligé. Comme tu le dis, moi, j'ai commencé dans un grand groupe plutôt traditionnel, si on peut le dire comme ça et quand on va dans le monde des startups qui évoluent, qui changent et cetera et ben, on est forcément obligé à un moment ou à un autre de se repositionner et d'ailleurs, même les grands groupes, quand on échange avec des grands groupes, ils se rendent compte que ce que font les startups, c'est super. Je Tu l'avais c'est dit, ça, c'est vrai. Ouais. on verrait pas le temps passer. Je me rends compte ça fait déjà 23 minutes qu'on parle. Ouais, On n'a pas encore parlé de ce que tu fais chez Insun We Trust. Est-ce qu'il y a des éléments un peu nouveaux entre Insun We Trust et EasyMovie, ou finalement c'est une forme de continuité? Heu, alors, j'allais dire, il y a une forme de continuité dans le sens où alors la on différence, est c'est que toujours sur du SaaS? voilà, on est plutôt sur une solution digitale orientée pour le B2C, là où, EasyMovie, c'est du B2B, donc forcément on va dire les process de vente, l'approche client n'est pas tout à fait la même. Ils D'ailleurs, sont plus courts? c'est plus court. Je travaille beaucoup avec le head of marketing pour, la gestion inbound, de nos prospects parce que l'outbound, sur du B2C, à part prendre le bottin et appeler, il y a pas beaucoup trop de solutions. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Non, ce qui est intéressant, chez Insane We Trust et bientôt Otovo, parce que ça va être ça je lis dans 15 jours, c'est le nom qui va sortir. C'est que, c'est la façon de faire, voilà. C'est-à-dire que quand justement j'ai échangé avec des gens un peu du BTP du milieu, comme je te disais, la force des startups, c'est, leur façon de traiter, les installations, de traiter, la solution. Eux, où ils sont plutôt dans une approche plutôt traditionnelle avec des artisans qui viennent et cetera, nous, on fait tout à distance. On fait ça, avec des photos demandées par les prospects, avec une analyse faite, avec Google Earth, et tous les outils, qu'on a à disposition qui sont très techniques, parfois même peut-être plus précis qu'un artisan qui arrive avec son maître chez lui et j'ai rien contre ces personnes non plus évidemment, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui change, dans l'approche et dans le fait que notre solution, est appréciée et évidemment, c'est aussi le changement de mentalité pour les clients parce qu'avant, on était habitués quand on voulait faire des travaux, on contacte 3-4 entreprises, ils viennent nous voir, ils nous font le devis et cetera. Là, on fait tout à distance, et derrière, c'est si on est sélectionné, si travaille avec nous, après l'artisan vient évidemment,
parce que quand même, on ne sait toujours pas installer des panneaux solaires à distance. Mais voilà, on est sur un format plus classique, mais le traitement de l'information et le traitement de l'offre est fait vraiment différemment. Et dans les grands groupes, ils sont assez étonnés parce que c'est vers là où ils aimeraient tendre aussi. C'est juste que c'est plus. Bravo Léopold, bah, je l'avais dit, on s'est pas ennuyé. Je te souhaite une deuxième partie de carrière aussi riche et aussi diversifiée que la première. Je sais pas où je sais pas combien de temps ça fait que tu bosses, mais dans une quinzaine d'années, on sera à la vente. Ce sera peut-être aussi différent que ce que tu as vécu toi de Selecta à In Sun We Trust, en passant par Easy Movie. Merci beaucoup à toi. On se retrouve 2 fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Salut à toi. Merci Léopold. Merci à toi, Gabriel.